12 mai 1940, 6h15 du matin. Crehen, Belgique. L'Oberleutnant Werner Kempf plissa les yeux à travers les jumelles de son Panzer III Ausführung E, observant les silhouettes qui émergeaient de la brume matinale sur la crête opposée. Les chars français de la 1re division légère mécanique avançaient en formation serrée à travers les champs de Hesbaye. Kempf sourit. Après des semaines de briefing où l'on avait moqué l'armée française, après les plaisanteries incessantes sur les tanks de cirque parisiens, il allait enfin voir de ses propres yeux ces ridicules machines. Les Franzosen arrivent avec leur boîte de conserve, transmit-il par radio à son peloton de la 16e division Panzer. Préparez-vous à leur montrer ce que signifie la vraie guerre blindée. Ce que Kempf ne savait pas, ce que personne dans le haut commandement allemand n'avait anticipé, c'est que les prochaines 72 heures allaient transformer ce mépris en terreur. Les chars qu'il voyait approcher n'étaient pas des reliques obsolètes. C'étaient les Somois S-35, les chasseurs de la cavalerie française, et ils s'apprêtaient à écrire l'une des pages les plus sanglantes de la guerre blindée. Les hommes dans ces tourelles n'étaient pas des conscrits mal entraînés. C'étaient des cavaliers professionnels, héritiers d'une tradition militaire vieille de plusieurs siècles. Ils portèrent des noms de régiments légendaires. 1er cuirassier, 2e dragon, 4e hussards. Des unités qui avaient chargé à Austerlitz, à Iéna, à Waterloo. Maintenant, leurs montures étaient d'acier, mais l'esprit restait le même. Ne jamais reculer devant l'ennemi. Mourir s'il le faut, mais avec honneur. La bataille de Hanut, première grande bataille de chars de l'histoire militaire, allait révéler une vérité que la propagande nazie avait soigneusement dissimulée. La France possédait certains des meilleurs chars du monde, et les équipages allemands allaient l'apprendre de la manière la plus brutale qui soit. Les origines du Somoua S-35 remontaient à 1934, quand l'état-major français avait reconnu un besoin urgent. La cavalerie traditionnelle, avec ses chevaux et ses sabres, appartenait au passé. L'avenir exigeait des montures d'acier. La société d'outillage mécanique et d'usinage d'artillerie, connue sous l'acronyme SOMUA, reçut le contrat. Les ingénieurs sous la direction de Maurice Lavirotte créèrent quelque chose de révolutionnaire. Au lieu de riveter des plaques d'acier ensemble comme le faisaient toutes les autres nations, ils fondirent des sections entières de blindage en une seule pièce. Le résultat était un char dont la coque ne présentait aucun point faible aux jointures. 40 mm d'acier fondu sur tous les côtés, 47 mm sur le devant de la tourelle. Pour l'époque, c'était pratiquement impénétrable. Le moteur Somiua, V8 de 190 chevaux, propulsait les 19 tonnes et demie du char à une vitesse de 40 km/h sur route. C'était plus rapide que n'importe quel char allemand de l'époque. Le Panzer III, fierté de la Wehrmacht, ne dépassait pas 32 km/h avec ses 19 tonnes. Cette différence de vitesse paraît modeste sur le papier, 8 km/h. Mais en combat, elle signifiait tout. Elle signifiait pouvoir choisir sa position. Elle signifiait pouvoir se replier avant d'être encerclé. Elle signifiait pouvoir surgir là où l'ennemi ne vous attendait pas. Les équipages allemands qui avaient écrasé la cavalerie polonaise 8 mois plus tôt allèrent découvrir que les chevaux mécaniques français galopèrent plus vite que les leurs. Mais c'était le canon qui faisait vraiment la différence. Le SA-35 de 47 mm tirait des obus perforants capables de traverser 35 mm d'acier à 500 mètres. À cette distance, aucun char allemand ne pouvait résister. Ni le Panzer PAM, ni le Panzer II, ni même le Panzer III avec son blindage de 30 mm. En revanche, le canon allemand de 37 mm, surnommé affectueusement par les équipages le « toqueur de porte », se révélerait impuissant contre le blindage français. Les obus ricochaient, s'écrasaient, rebondissaient. Les S-35 avançaient, comme si de rien n'était. L'armée française prit livraison de 430 S-35 entre 1936 et 1940.
Ils équipèrent les 3 divisions légères mécaniques, l'élite de la cavalerie moderne française. Chaque division comptait environ 87 S-35, complétés par des chars légers, Hotchkiss H-35 et H-39 pour la reconnaissance. Le lieutenant-colonel Charles de Gaulle, alors commandant du 507e régiment de chars de combat, avait écrit dès 1934 dans son ouvrage « Vers l'armée de métier » sur la nécessité d'une force blindée professionnelle et mobile. Le S-35 incarnait cette vision. Malheureusement, la doctrine d'emploi n'avait pas suivi. Les Allemands, eux, avaient étudié les chars français avec attention. Mais les rapports du renseignement militaire avaient été filtrés par le prisme de l'idéologie nazie. Les Français étaient décadents, leurs chars étaient obsolètes, leur armée était une relique de la Grande Guerre. Cette certitude imprégnait chaque briefing, chaque ordre d'opération. Le général-major Erich Hoepner, commandant le 16e corps Panzer qui allait affronter les Français à Hanut, avait déclaré à ses officiers lors de la dernière réunion avant l'offensive. « Les chars français sont conçus pour accompagner l'infanterie au pas. Ils ne peuvent pas manœuvrer. Leurs équipages ne sont pas entraînés au combat mobile. Nous les écraserons comme nous avons écrasé les Polonais. » Cette confiance allait être testée dans les heures à venir. À l'aube du 10 mai 1940, la Wehrmacht déclencha le Fall-Gelb, le plan jaune. 7 divisions blindées traversèrent les frontières belges, néerlandaises et luxembourgeoises. L'objectif principal était les Ardennes, considérées infranchissables par les chars. Mais au nord, en Belgique, une autre bataille allait se jouer. Le plan allié prévoyait que les forces françaises et britanniques avanceraient en Belgique pour arrêter l'offensive allemande sur la ligne d'Eil. Les divisions légères mécaniques recevraient la mission la plus dangereuse: établir un écran défensif en avant de la ligne principale, gagner du temps pour que l'infanterie se déploie. Le général René Priou, commandant le corps de cavalerie comprenant la 1e et la 2e DLM, reçut ses ordres le 9 mai. Avancez en Belgique, retardez l'ennemi aussi longtemps que possible. Repliez-vous sur la ligne d'Eil une fois la mission accomplie. Priou savait qu'il envoyait ses hommes dans un combat désespéré. Les renseignements indiquaient que 2 corps blindés allemands, le 15e et le 16e, avançaient vers sa position. Près de 800 chars contre ses 415. Pourtant, il avait confiance en ses hommes et en leurs machines. Les premiers éléments français atteignirent la région de Hanut dans la nuit du 11 au 12 mai. Le terrain était idéal pour une bataille de chars. Des plaines vallonnées, des champs ouverts entre des villages fortifiés, des crêtes qui offraient des positions de tir excellentes. Le capitaine Pierre Billotte de la 1e DLM installa son escadron de S-35 sur une colline dominant le village de Créhen. De là, ses chars contrôlaient près de 2 km de terrain ouvert. Tout char allemand tentant de traverser cette zone serait exposé. Billotte, fils du général Gaston. Billotte, qui commandait le 1er groupe d'armée, n'avait que 33 ans. Mais il connaissait ses chars mieux que quiconque. Il avait participé aux essais du S-35, avait rédigé des rapports sur ses capacités, avait formé des équipages. Cette nuit-là, il écrivit dans son journal personnel: « Demain, nous verrons si nos théories valent quelque chose. » Les Allemands arrivent avec leur réputation de Pologne. Nous leur montrerons que les cavaliers français n'ont jamais fui devant l'ennemi. À 6 heures du matin, le 12 mai, les premiers panzers allemands apparurent. Le brouillard matinal se dissipait lentement quand les guetteurs français signalèrent du mouvement. Des colonnes de véhicules blindés progressaient sur les routes menant à Hanut. Le 16e corps Panzer arrivait avec la confiance des vainqueurs de la Pologne. En tête avançaient les Panzer II, chars légers de reconnaissance avec leurs canons de 20 mm. Derrière venaient les Panzer III, les vrais combattants, armés de canons de 37 mm. Et en support, les Panzer IV, avec leurs obusiers de 75 mm à canon court. L'Oberleutnant Werner Kempf
dans son Panzer III, était certain de la victoire. Son régiment avait écrasé la cavalerie polonaise 8 mois plus tôt. Les Français ne pouvaient pas être plus coriaces. À 6h15, Kempf aperçut les premiers S-35 français sur la crête. De la fumée s'échappait de leurs échappements dans l'air froid. Ils semblaient statiques, immobiles, confirmant tout ce qu'on lui avait dit sur la doctrine française. « Franzosenpanzer en vue », annonça-t-il par radio. « Comptez environ 20 chars sur la colline sud. Ils ne bougent pas. Procédure standard. Nous allons les contourner. » Ce fut sa dernière transmission optimiste. À 6h23, le premier S-35 français ouvrit le feu. L'obus de 47 mm traversa l'air matinal à 800 mètres par seconde. Il frappa un Panzer II de plein fouet, perçant le blindage frontal de 20 mm comme du papier. Le char allemand explosa instantanément. La tourelle fut projetée à 10 mètres de la caisse. Des flammes jaillirent par chaque ouverture. L'équipage de 3 hommes mourut sans avoir le temps de comprendre ce qui les avait frappés. Pendant un instant, il y eut le silence sur les ondes allemandes. Un silence de stupéfaction. Un silence d'incrédulité. Les briefings n'avaient pas préparé les équipages à cela. Puis l'enfer se déchaîna. Les S-35 du capitaine Billotte ouvrirent un feu coordonné depuis leur position en crête. À 800 mètres, distance à laquelle le canon allemand de 37 était pratiquement inefficace contre eux, les Français tiraient avec une précision dévastatrice. En moins de 2 minutes, 5 panzers allemands brûlaient. Les équipages survivants tentaient de fuir leurs véhicules en flammes. La fumée noire s'élevait dans le ciel matinal de Belgique. L'Oberleutnant Kempf ordonna une contre-attaque immédiate. Son Panzer III accéléra vers la colline française, tirant en mouvement. L'obus de 37 frappa un S-35 de plein fouet. Il ricocha. Kempf vit l'impact. Il vit l'étincelle sur le blindage français. Il vit l'obus dévier vers le ciel. Et il vit le canon français pivoter vers lui. Il n'eut pas le temps de réagir. L'obus de 47 traversa le blindage frontal de son Panzer III à 300 mètres. Kempf fut extrait de son char en flammes par son tireur, grièvement blessé au bras et au visage. Plus tard, dans un hôpital de campagne allemand, il dicta un rapport qui serait classé confidentiel. Les chars français de type Somua sont supérieurs à nos Panzer III en blindage et en puissance de feu. Nos obus de 37 mm sont incapables de percer leur blindage à distance normale de combat. En revanche, leurs canons perçont les nôtres à des distances où nous ne pouvons pas riposter efficacement. Recommandation urgente de réévaluer nos tactiques. Ce rapport ne changerait rien aux événements des jours suivants. La bataille de Hanout ne faisait que commencer. Midi, le 12 mai 1940. Gendrin-Gendrenouille, Belgique. Le maréchal des logis-chefs Henri Lefort scrutait l'horizon depuis la tourelle de son S-35, le matricule Austerlitz. Son escadron de la 2e division légère mécanique avait pris position sur la crête sud du village, couvrant la route menant à Hanout. Depuis 6 heures ce matin, les échos de la bataille parvenaient jusqu'à sa position. Explosion lointaine, colonne de fumée noire à l'est. Ces hommes attendaient, tendus, vérifiant et revérifiant leur système. Le conducteur, le chasseur Michel Durand, avait 20 ans. Il était mécanicien automobile avant la guerre, recruté spécifiquement pour sa connaissance des moteurs. Il parlait au S-35 comme à un être vivant, murmurant des encouragements quand le moteur toussait, des reproches affectueux quand la boîte de vitesse grognait. Le chargeur-tireur, c'était Lefort lui-même. La tourelle à un seul homme l'obligeait à tout faire. Observer l'ennemi, donner des ordres au conducteur, charger les obus de 8 kg, viser, tirer, recommencer. C'était épuisant. C'était la faille du S-35. Mais Lefort avait appris à compenser par l'entraînement et l'anticipation. Lefort avait 42 ans, vétéran de Verdun, où il avait servi comme fantassin. Il avait rejoint la cavalerie blindée en 1933,
convaincu que les chars représentèrent l'avenir. Maintenant, cet avenir était arrivé. Son char portait le nom d'une victoire. Il espérait être à la hauteur. À 12h15, la radio crépita. Ici, éclaireur 3. Colonne blindée ennemie en approche. Direction est-sud-est. Estimation 40 à 50 véhicules. Distance 5 km. Le fort transmit les ordres. Tous les chars en position de tir. Attendre mon commandement. Ne tirez pas avant 400 mètres. 400 mètres. À cette distance, le canon de 47 ne pouvait pas manquer, et les Allemands ne pouvaient pas les toucher. Les Panzer III de la 3e division Panzer apparurent 15 minutes plus tard. Ils avançaient en formation étalée, prudents après les pertes du matin. Leur commandant, l'Hauptmann Friedrich von Senger, avait reçu les rapports de l'engagement de Kréhen. Il savait maintenant que les chars français n'étaient pas les cibles faciles promises. Von Senger adopta une nouvelle tactique. Au lieu d'attaquer frontalement, il divisa sa force en 3 groupes. Un groupe fixerait les Français de face, pendant que les 2 autres tenteraient de les déborder par les flancs. C'était une bonne tactique contre des chars qui ne pouvaient pas bouger. Mais les S-35 n'étaient pas des bunkers. Le capitaine Jacques Massu, commandant l'escadron de Lefort, observa le mouvement allemand. Il comprit immédiatement l'intention. Austerlitz, Marengo, Iéna, cracha-t-il dans la radio, utilisant les noms de code de ces 3 sections. Déplacement vers position Delta. Exécution immédiate. Les 12 S-35 de l'escadron pivotèrent en synchronisation parfaite. Leurs moteurs de 190 chevaux rugirent. En moins de 3 minutes, ils avaient abandonné leur position de crête et s'étaient repositionnés sur une nouvelle ligne défensive à 800 mètres vers l'ouest. Von Senger, observant depuis son char de commandement, ne comprit pas ce qui se passait. Les renseignements affirmaient que les chars français ne pouvaient pas manœuvrer rapidement. Pourtant, ils venaient de se repositionner plus vite que ses propres panzers. Les groupes de flanquement allemands arrivèrent sur des positions françaises vides. Pire, en tentant de les atteindre, ils avaient exposé leurs flancs aux S-35, désormais repositionnés. Le fort n'attendit pas. Feu. Les canons de 47 tonnèrent. À 600 mètres, contre des flancs blindés à seulement 15 mm sur les Panzer III, les obus français firent un carnage. 6 Panzers explosèrent en moins d'1 minute. Les autres tentèrent de fuir, exposant leurs arrières encore plus vulnérables. 3 autres furent détruits avant que les survivants n'atteignent un couvert. Von Senger ordonna le repli général. Dans son rapport, rédigé ce soir-là, il écrivit « L'ennemi dispose de chars rapides et puissamment armés. Leur blindage résiste à nos canons de 37, même à courte portée. Leur mobilité est comparable, sinon supérieure à la nôtre. Les pertes de la journée sont inacceptables. Demande renfort d'artillerie et de Stukas. 9 chars allemands détruits. 0 char français perdu. C'était le bilan de l'engagement de Gendrin. Mais la bataille ne faisait que commencer. L'après-midi du 12 mai vit les combats s'intensifier sur tout le front. Les Allemands, choqués par leurs pertes matinales, adaptèrent leur tactique. Ils cessèrent les attaques frontales et commencèrent à utiliser leur supériorité numérique pour saturer les défenses françaises. Le général Priou, depuis son poste de commandement à Gembloux, suivait les rapports avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Ces chars accomplissaient des miracles. Mais chaque miracle coûtait des munitions, du carburant, de l'usure mécanique, et il n'y avait pas de réserve. Les pertes allemandes de la journée furent estimées à plus de 60 chars détruits ou endommagés. Les pertes françaises restèrent sous les 20 véhicules. Mais les Français n'avaient que 400 chars. Les Allemands en avaient près de 800, avec des réserves en route. Cette nuit-là, le chef de bataillon Pierre Gruyer du 1er régiment de cuirassiers écrivit à sa femme « Nous avons combattu toute la journée. Nos Saumua sont magnifiques. Les obus allemands rebondissent sur eux, comme des balles de tennis. Mais nous sommes si peu nombreux, ma chérie.
si peu nombreux? Contre tant de machines, ils ne savaient pas encore que le pire était à venir. Le 13 mai 1940, la Wehrmacht engagea ses réserves. 2 divisions Panzer supplémentaires, la 3e et la 4e, rejoignirent l'assaut. Les Stuka, cloués au sol la veille par la météo, prirent enfin leur envol. À 8 heures du matin, les premiers Junkers 87 apparurent au-dessus des positions françaises. Le maréchal des logis, chef Lefort, entendit d'abord la sirène. Ce hurlement caractéristique, la trompette de Jéricho, que les Allemands avaient installée sur leurs bombardiers en piqué pour terroriser l'ennemi. Le son montait et descendait comme la plainte d'une créature infernale. Les hommes qui l'entendaient pour la première fois restèrent paralysés, incapables de réagir. Lefort n'était plus novice. Il avait entendu ce son à Hanut. Il savait ce qui allait suivre. « Tout le monde aux abris !» hurla-t-il à son équipage. Fermeture des écoutilles. Puis il vit l'avion piquer. Le Stuka descendit presque à la verticale, son moteur hurlant dans la descente. À travers son périscope, Lefort pouvait voir les détails de l'appareil. Le train d'atterrissage fixe qui ressemblait à des serres d'oiseaux de proie. Les ailes en mouette inversées. La croix noire sur le fuselage. La bombe qui pendait sous le ventre comme un œuf monstrueux. La bombe de 250 kg se détacha à 300 mètres d'altitude. Elle explosa à 30 mètres du char de Lefort. L'Austerlitz fut soulevé par le souffle, mais retomba sur ses chenilles. L'intérieur du char résonna comme l'intérieur d'une cloche. Les oreilles de Lefort sifflaient. Sa vision se troubla pendant quelques secondes. Mais le blindage avait tenu. Les 40 mm de fonte moulée avaient fait leur travail. « Nous sommes encore là !» cria-t-il à son équipage. « Et nous allons leur rendre la monnaie. » Mais d'autres S-35 n'eurent pas cette chance. Un bombardier en piqué plaça une bombe directement sur le moteur d'un char de l'escadron voisin. Le véhicule explosa, tuant tout l'équipage. Les Stuka revinrent encore et encore pendant les 2 heures suivantes. 27 appareils en rotation constante, chacun portant une bombe de 250 et 4 bombes de 50 kilos. Sans couverture aérienne française, ils opéraient en toute impunité. Malgré ces attaques, les équipages français continuèrent de combattre. Entre 2 raids aériens, ils engagèrent les Panzers qui tentèrent de profiter de la confusion. L'adjudant Maurice Lefebvre, commandant le S-35 Napoléon, détruisit 3 Panzer III en 25 minutes ce matin-là. Ces obus perçaient les chars allemands avec une régularité mécanique. Touche. Explosion. Touche. Explosion. Touche. Explosion. Quand son char fut finalement immobilisé par une bombe proche qui brisa une chenille, Lefebvre et son équipage descendirent, réparèrent sous le feu ennemi et reprirent le combat 2 heures plus tard. Ces actes de bravoure se multipliant sur tout le front. Le lieutenant Paul Gibaud mena une contre-attaque avec 4 S-35 contre un bataillon allemand entier qui tentait de contourner les positions françaises. Il détruisit 7 chars ennemis avant de se replier. Le maréchal des logis André Dumesnil conduisit son char à travers un champ de blé en feu pour secourir un équipage dont le véhicule avait été immobilisé. Sous les tirs allemands, il réussit à tracter le char endommagé jusqu'à un couvert. Mais la supériorité numérique allemande commençait à dire. Vers midi, les Français avaient en perdu près de 50 chars. Les Allemands en avaient perdu plus de 120, mais ils en avaient toujours 5 fois plus. À 14 heures, le général Priou prit une décision douloureuse. Le repli. « Les objectifs sont atteints », dicta-t-il dans son ordre du jour. L'ennemi a été retardé de 48 heures. Nos forces se replieront sur la ligne d'Aille conformément au plan. Ce soir-là, les survivants des divisions légères mécaniques commencèrent leur retraite vers l'ouest. Ils laissaient derrière eux les carcasses fumantes de plus de 150 chars allemands. Le bilan officiel de la bataille de Hanut, établi après la guerre à partir des archives des 2 camps, révéla une vérité que la propagande nazie avait occultée.
En 3 jours de combat, les Français avaient en perdu 105 chars de tout type. Les Allemands en avaient perdu entre 160 et 164. C'était la première fois depuis le début de la guerre que la Wehrmacht subissait des pertes blindées supérieures à celles de son adversaire. Le général-major Hoppner, qui avait promis d'écraser les Français comme des Polonais, écrivit dans son rapport « Les blindés français de type Samoa se sont révélés supérieurs à nos Panzer III en combat singulier. Leur blindage est résistant à notre armement standard. Leur canon de 47 mm est efficace à des distances où notre 37 est impuissant. Seule notre supériorité numérique et notre appui aérien ont permis la victoire. » Cette victoire, en réalité, était une victoire à la Pyrrhus. Les retards imposés par les DLM françaises avaient donné le temps aux forces alliées de se déployer sur la ligne d'Aile. La vraie percée allemande se faisait ailleurs, dans les Ardennes, où les panzers avaient traversé les forêts supposées impénétrables. Mais cela, les équipages du 16e corps Panzer ne le savaient pas. Pour eux, Hanut représentait une leçon amère sur les dangers de sous-estimer l'ennemi. 15 mai 1940. Stonne, France. Le village de Stonne ne figurait sur aucune carte importante. 300 habitants, une église, quelques fermes. Mais sa position sur une colline dominant la plaine de la Meuse en faisait un point stratégique crucial. Celui qui tenait Stonne contrôlait les routes menant à Sedan. Et Sedan était le pivot de toute la campagne. Le capitaine Pierre Billotte, que nous avons déjà rencontré à Hanut, était arrivé la veille avec son escadron réduit. Des 36 S-35 qu'il commandait le 10 mai, il n'en restait que 17. Les autres avaient été perdus à Hanut, ou abandonnés faute de carburant et de pièces de rechange. Billotte avait été transféré de la 1e DLM à la 3e division cuirassée de réserve, une unité hétéroclite composée de chars lourds B1 bis et de chars moyens S-35. Sa mission était simple sur le papier, impossible en pratique. Reprendre Stonne aux Allemands. Le village avait changé de main 3 fois déjà. Les Allemands l'avaient pris le 14 mai au matin. Les Français l'avaient repris le soir. Les Allemands l'avaient repris à l'aube. Le cycle infernal continuait. À 6 heures du matin, le 15 mai, Billotte lança son attaque. Son plan était audacieux. Plutôt que d'attaquer de front sur la route principale, il contournerait le village par le sud, avec ses S-35, pendant que les chars lourds B1 bis attaqueraient de face pour fixer l'ennemi. Le Grossdeutschland, régiment d'élite de l'infanterie allemande, tenait Stonne avec le soutien de chars de la 10e division Panzer. Des Panzer III et IV étaient embusqués dans les ruines du village, leurs canons pointés vers les approches évidentes. Ces hommes n'étaient pas des conscrits ordinaires. Le Grossdeutschland recrutait parmi les meilleurs soldats de l'armée allemande. Chaque homme avait été sélectionné pour sa forme physique, son courage, sa loyauté au régime. Ils se considéraient comme invincibles. Leur commandant, le major Otto Ernst Römer, avait établi un dispositif défensif méthodique. Les chars étaient positionnés au carrefour clé. L'infanterie occupait les maisons en ruine. Des canons anti-chars de 37 mm couvraient les approches. Des observateurs avaient des lignes téléphoniques directes vers l'artillerie à l'arrière. Sur le papier, Stonne était imprenable. Ils ne s'attendaient pas à ce qui allait arriver. À 6h30, les B1 bis lancèrent leur assaut frontal. Ces monstres de 32 tonnes, avec leur blindage de 60 mm et leur double armement de canons de 47 et 75 mm, étaient pratiquement invulnérables aux canons allemands. Le char Heure, commandé par le capitaine Pierre Billotte père, non ce n'était pas le même Billotte, mais un homonyme sans lien de parenté, avança droit dans le village. Les canons allemands ouvraient le feu de tous côtés. Obus sur obus frappaient le blindage du B1. 140 impacts furent comptés plus tard sur ce seul char. Aucun ne perça. Le capitaine Billotte de l'Eure détruisit 2 Panzer IV, 11 transporteurs blindés
et 2 canons anti-chars avant que son char ne soit finalement immobilisé par une panne mécanique. C'était l'un des exploits les plus extraordinaires de la bataille de France. Mais pendant que l'heure attirait toute l'attention allemande, les S-35 de l'autre Billotte contournaient le village. Pierre Billotte des S-35 avait divisé ses chars en 2 groupes. 7 S-35 progressaient par un chemin de terre à l'ouest du village. 10 autres attendaient en embuscade au sud, prêts à intercepter tout renfort allemand. À 7h15, les 7 S-35 du groupe d'attaque émergèrent dans le dos des positions allemandes. C'était un moment de guerre parfait. L'instant où la tactique devient art. L'instant où des mois d'entraînement portent leurs fruits. Les panzers embusqués dans Stonne étaient orientés vers le nord et l'est, face à l'attaque des B-1 bis. Leurs arrières, où le blindage n'atteignait que 20 mm sur les Panzer IV, étaient exposés. Les équipages allemands étaient concentrés sur les monstres d'acier qui avancèrent de face. Ils n'entendaient pas les moteurs français qui approchèrent par derrière. Le maréchal des logis Robert Cassou, commandant le S-35 en tête de colonne, vit un Panzer IV à moins de 150 mètres. Le char allemand ne bougeait pas. Son équipage observait les B-1 bis. Il ne savait pas qu'ils allaient mourir. Cassou hésita une fraction de seconde. C'était si facile, presque déloyalement facile. Puis il se rappela les camarades tombés à Hanut, les obus allemands qui avaient tué ses amis. La guerre n'était pas un tournoi de chevalerie. Il donna l'ordre. « Feu !» ordonna Billotte. 7 canons de 47 tonnèrent simultanément. À moins de 200 mètres, contre des arrières non protégées, le résultat fut dévastateur. 3 Panzer IV explosèrent instantanément. 2 Panzer III suivirent dans les secondes suivantes. Les équipages survivants tentèrent de faire pivoter leurs tourelles, mais les S-35 français tiraient déjà leur deuxième salve. En moins de 4 minutes, 9 chars allemands brûlaient dans les rues de Stonne. L'infanterie du Großdeutschland, privée de son appui blindé, commença à se replier. Les grenadiers allemands, parmi les meilleures troupes de la Wehrmacht, courèrent dans les ruelles pour échapper aux chenilles françaises. À 8 heures du matin, le drapeau tricolore flottait à nouveau sur l'église de Stonne. Mais la bataille n'était pas terminée. Les Allemands ne pouvaient pas perdre Stonne. Leur corridor vers la mer dépendait de cette colline. Le général-major Ferdinand Schall, commandant la 10e division Panzer, ordonna une contre-attaque immédiate avec toutes les forces disponibles. À 9h30, 40 Panzers avancèrent vers le village. C'était la plus grande concentration blindée que les Français aient affrontée depuis le début de la campagne. Le capitaine Billotte des S-35 avait positionné ses chars survivants, 12 maintenant après les pertes du matin, sur la crête sud du village. De là, il dominait le terrain ouvert par où les Allemands devaient passer. Les premiers panzers apparurent à 10 heures. Ils avançaient en formation dispersée, tirant les leçons de Hanut. Mais la dispersion qui les protégeait des attaques aériennes les rendait vulnérables aux embuscades. Le S-35 du maréchal des logis. Robert Cassou tira le premier coup. À 600 mètres, son obus perçant frappa un Panzer III juste sous la tourelle. Le char allemand s'arrêta net, de la fumée s'échappant de chaque ouverture. La bataille qui suivit dura 4 heures. Les panzers allemands tentèrent approche après approche. Chaque fois, les S-35 français les repoussaient. Les obus de 37 ricochaient sur les blindages français. Les obus de 47 perçaient les blindages allemands. À 1 heure de l'après-midi, les Allemands se replièrent. Ils laissaient derrière eux 17 chars détruits ou abandonnés. Les Français avaient perdu 4 S-35. Le rapport du Großdeutschland pour cette journée, capturé après la guerre, contenait cette note. Les chars français de type cavalerie sont des adversaires redoutables. Leur blindage défie nos armes. Leur canon est mortel. Seule l'artillerie lourde et l'aviation peuvent les détruire avec certitude. Le village de Stonne changea de main 17 fois au total entre le 15 et le 17 mai 1940.
C'était le record de la bataille de France. Les Français le tinrent finalement quand ils se replièrent le 18 mai, non pas parce qu'ils avaient été vaincus, mais parce que la situation stratégique l'exigeait. Les pertes allemandes à Stonne furent parmi les plus lourdes de toute la campagne. Plus de 100 chars détruits ou endommagés. Près de 3000 hommes tués, blessés ou disparus pour le seul Großdeutschland. Les Français perdirent 70 chars de tout type et environ 700 hommes. Mais ils avaient retardé l'avance allemande de 3 jours critiques. Ces 3 jours auraient pu changer le cours de la guerre si les décisions stratégiques avaient été différentes. Mais ceci est une autre histoire. Ce qui compte ici, c'est ce que les soldats allemands apprirent à Stonne. Le mépris qu'ils avaient ressenti pour les chars français à la frontière avait disparu. Il avait été remplacé par un respect mêlé de crainte. L'unterofficier Hans Weber du Großdeutschland écrivit dans son journal « Nous appelions les chars français des boîtes de sardines. Maintenant, nous les appelons des tueurs. J'ai vu le Saumua du sergent Müller. 11 impacts de notre canon de 37 mm. Pas un seul n'avait traversé. Le même char avait détruit 3 de nos Panzer III. Comment peut-on vaincre un tel ennemi? La réponse allemande vint des airs et de l'artillerie. Sans ces appuis, les Panzers seuls n'auraient jamais pu vaincre les chars français. Mais cela, la propagande nazie ne le dirait jamais. 28 mai 1940. Dunkerque, France. Le sous-lieutenant Jean-Marie Laurent conduisait son S-35 à travers les dunes de sable qui bordèrent le périmètre défensif de Dunkerque. Son char, l'un des derniers S-35 opérationnels de la 1re division légère mécanique, n'avait plus que 30 obus et assez de carburant pour 2 heures de combat. Derrière lui, sur les plages, 300 000 soldats alliés attendaient l'évacuation. Britanniques, Français, Belges. Ils formaient des files interminables qui s'étiraient jusqu'à la mer. Certains avaient de l'eau jusqu'à la poitrine, tendant les bras vers les bateaux qui ne pouvaient pas tous les prendre. Laurent les avait vus ce matin en passant, des hommes épuisés, sales, blessés pour certains, des hommes qui avaient marché pendant des jours pour atteindre ce bout de plage, des hommes qui priaient pour qu'un petit bateau vienne les chercher avant que les Allemands n'arrivent. C'était pour eux qu'il allait mourir. Laurent avait 24 ans. Il était instituteur dans le civil, mobilisé en septembre 1939. Il avait appris à conduire un char en 3 semaines, à commander un équipage en 2. Il avait survécu à Annut, où son premier char avait été détruit. Il avait survécu à Stonne, où il avait reçu un éclat d'obus dans l'épaule. Maintenant, il allait mourir pour que d'autres puissent vivre. C'était un échange qu'il acceptait. Les ordres étaient clairs. Tenir la ligne jusqu'à épuisement des munitions, puis détruire le char, puis rejoindre les plages si possible. Si possible. Ces 2 mots contenaient tout ce que le commandement ne disait pas. Si possible signifiait probablement pas. Si possible signifiait « nous savons que vous allez mourir », mais nous ne pouvons pas le dire directement. À 6 heures du matin, les premiers panzers allemands apparurent. Le général-oberst Heinz Guderian, le père de la guerre blindée allemande, avait reçu l'ordre d'Hitler d'arrêter son avance 2 jours plus tôt. Mais maintenant, l'ordre avait été levé. Les blindés allemands avançaient pour en finir. Le S-35 de Laurent était positionné derrière une dune, seul son canon et le haut de sa tourelle, dépassant du sable. C'était une position de tir idéale, mais aussi une position sans retraite. Une fois repéré, il ne pourrait pas fuir. Le 1er Panzer III avançait prudemment sur la route côtière. Son commandant, l'Oberfeldwebel Klaus Richter, scrutait le terrain avec méfiance. Les rapports parlaient de chars français embusqués dans les dunes. Richter avait survécu à Annut et à Stonne. Il savait ce que les Saumua français pouvaient faire. Il ne les sous-estimait plus. Mais il ne vit pas Laurent. À 300 mètres, le sous-lieutenant français appuya sur la détente.
L'obus de 47 frappa le Panzer III à la jonction entre la tourelle et la caisse. Le char allemand s'arrêta instantanément, de la fumée noire s'échappant de l'intérieur. Richter fut le seul survivant de son équipage. Brûlé sur 40% du corps, il passa 6 mois à l'hôpital. Dans une interview accordée en 1975, il se souvenait encore. « Je n'ai jamais vu le char qui nous a touchés. Un instant, nous avancions. L'instant d'après, tout brûlait. C'est ainsi que les Saumua combattaient, invisibles jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Laurent détruisit 3 autres chars ce matin-là. Son tireur, le brigadier André Moreau, maniait le canon de 47 avec une précision remarquable. Chaque obus comptait. Il n'y en avait pas assez pour en gaspiller un seul. À 10 heures, les munitions étaient épuisées. Il restait 2 obus perforants et 8 obus explosifs. Les obus explosifs ne pouvaient pas percer le blindage des Panzers. C'était fini. Laurent donna ses derniers ordres. Détruire le canon, mettre le feu au moteur, évacuer. Le brigadier Moreau plaça une charge explosive dans la culasse du canon de 47. L'explosion rendit l'arme inutilisable. Le conducteur, le chasseur Pierre Dubois, ouvrit les valves de carburant et jeta une allumette. Le S-35, Chevalier, brûla pendant 2 heures sur cette dune de Dunkerque. Laurent et ses hommes atteignirent les plages à midi. Ils embarquèrent sur le destroyer HMS Wakeful le lendemain matin. Ils faisaient partie des 338 000 soldats évacués lors de l'opération Dynamo. Mais des milliers de leurs camarades n'eurent pas cette chance. Sur les 2600 chars français engagés dans la campagne de mai-juin 1940, plus de 1800 furent détruits ou capturés. Parmi eux, près de 400 Saumua S-35, soit la quasi-totalité de la production. Les pertes humaines furent proportionnelles. Plus de 25 000 membres des unités blindées françaises furent tués, blessés ou faits prisonniers. Des régiments entiers cessèrent d'exister. Mais ce qu'ils avaient accompli ne serait jamais oublié. Après la chute de la France, les Allemands capturèrent près de 300 S-35 intacts ou réparables. Ils les remirent en service sous la désignation Panzerkampfwagen 35S 739F. Ces chars servirent dans les unités d'occupation, en France, en Norvège, dans les Balkans et même sur le front de l'Est. Les équipages allemands qui héritèrent de ces chars apprirent rapidement à les apprécier. Le blindage qui les avait terrorisés offrait maintenant une protection bienvenue. Le canon, qui avait détruit leurs camarades, détruisait maintenant leurs ennemis. L'Oberleutnant Wilhelm Knecht, affecté à une unité équipée de S-35, capturée en 1941, écrivit « C'est étrange de conduire le char de l'ennemi. Mais je comprends maintenant pourquoi nos hommes les craignaient tant. Ce blindage est remarquable. Le canon est excellent. Si les Français avaient eu des tactiques modernes et un commandement compétent, ces chars auraient pu changer le cours de la guerre. C'était la plus grande reconnaissance que les Allemands pouvaient offrir. Les S-35 capturés servirent jusqu'en 1944. Certains furent utilisés pendant le débarquement de Normandie, 4 ans après leur conception, contre les forces alliées qui venaient de libérer la France. Ces chars portaient encore les traces de leur origine française, les plaques de constructeurs en français, les inscriptions sur les commandes, les marques d'usines de Puteaux. Seules les croix noires sur la tourelle avaient remplacé les cocardes tricolores. Les équipages allemands qui les conduisaient savaient l'histoire de ces machines. Certains étaient des vétérans de 1940 qui avaient affronté les S-35 et qui maintenant les conduisaient. Ils comprenaient la valeur de ces chars. Ils respectaient les hommes qui les avaient créés. Le 6 juin 1944, un S-35 portant des croix allemandes fut détruit par un char Sherman américain près de Caen. L'équipage allemand périt. Personne ne connaît leur nom. Quelque part, peut-être, l'ironie de cette destruction ne passa pas inaperçue. Un char français, conçu pour défendre la France, servait maintenant les envahisseurs. Et un char américain,
héritier de la philosophie de masse et de puissance que les Français avaient comprise trop tard, accomplissait ce que les S-35 n'avaient pas pu faire. Libérer la France. La boucle était bouclée. Le char qui avait défendu la France en 1940 mourait en la libérant en 1944. C'était une fin appropriée d'une certaine manière. Une fin qui honorait le char et les hommes qui l'avaient créé. 15 août 1944. Provence, France. Le lieutenant Jean-Marie Laurent, celui-là même qui avait brûlé son S-35 à Dunkerque 4 ans plus tôt, débarquait sur les plages du Dramont avec la première division blindée française du général Jean Delattre de Tassigny. Il ne commandait plus un Saumur S-35. Son nouveau char était un M4 Sherman américain, moins élégant que le char français, mais produit par dizaines de milliers dans les usines de Détroit. Laurent pensait souvent à son ancien char, aux chevaliers brûlant sur les dunes de Dunkerque, aux camarades perdus à Hanut et à Stone. À cette époque terrible et glorieuse, où les cavaliers français avaient tenu tête au Panzer de Hitler. Il pensait au chasseur Pierre Dubois, son conducteur, qui avait mis le feu aux chevaliers ce matin de mai. Dubois était mort en Angleterre, quelques mois plus tard, dans un accident d'entraînement. Il n'avait jamais revu la France. Il pensait au brigadier André Moreau, son tireur, qui avait détruit ses 4 Panzers à Dunkerque avec une précision remarquable. Moreau était prisonnier en Allemagne, dans un stalag quelque part en Bavière. Laurent espérait qu'il survivrait à la guerre. Il pensait au capitaine Billotte, qui avait mené l'attaque à Stone. Billotte était maintenant général, commandant une division blindée quelque part en Normandie. La guerre lui avait réussi, d'une certaine manière. Tous ces hommes, tous ces souvenirs, tous ces chars brûlés. Le Sherman qu'il commandait maintenant ne pouvait pas rivaliser avec le Saumur en protection frontale. 38 mm contre 40. Mais il avait un canon de 75, capable de tirer en mouvement, une tourelle à 3 hommes au lieu de 1, et une fiabilité mécanique que le S-35 n'avait jamais atteinte. C'était la leçon de la guerre. La France avait eu de bons chars, mais pas assez, et pas employés correctement. Les Américains avaient compris ce que les Français n'avaient pas voulu voir. En guerre industrielle, la quantité était une qualité en soi. Mieux valait 10 chars corrects qu'un char parfait. Le 15 août, Laurent et ses hommes avançaient vers Toulon. Devant eux, la Wehrmacht battait en retraite. Derrière eux, les plages que leurs pères avaient défendues en 1940 étaient enfin libres. Parmi les défenseurs allemands de la Provence se trouvaient des unités équipées de matériel français capturé. Des canons de 75 mm, ML 1897, les fameux 75 de la Grande Guerre, des camions Renault et Citroën, et quelques S-35 survivants, reconnaissables à leur silhouette caractéristique, malgré les croix noires qui avaient remplacé les cocardes tricolores. Le 19 août, près de Brignoles, la colonne de Laurent rencontra l'un de ces S-35. Le char français, portant des couleurs allemandes, était embusqué dans un verger d'oliviers. Son équipage allemand, des vétérans de l'Ostfront, attendait les libérateurs. Laurent reconnut immédiatement la silhouette. Comment aurait-il pu l'oublier? Char ennemi, 2 heures, 300 mètres, annonça son tireur. Laurent hésita une fraction de seconde. Puis, il donna l'ordre. Obus perforant. Feu. Le canon de 75 mm du Sherman tonna. L'obus frappa le S-35 à la jonction de la tourelle. Le blindage français, qui avait résisté à tant d'obus allemands en 1940, céda cette fois. Le S-35 explosa. Laurent regarda brûler le char de son ancienne armée, aux mains de son ancien ennemi, détruit par son nouveau char. L'histoire avait un sens de l'ironie cruelle. Ce soir-là, il écrivit dans son journal « Aujourd'hui, j'ai tué un Saumur, le char que j'ai aimé et qui m'a protégé à Dunkerque. Un autre équipage l'a fait servir l'ennemi. Je l'ai libéré de cette honte. Les hommes à l'intérieur étaient allemands. Ils sont morts pour rien.
défendant ce qu'ils avaient volé. La guerre est ainsi. La première division blindée française libéra Toulon le 28 août et Marseille le même jour. Elle poursuivit vers le nord, traversant la France que les S-35 avaient défendue 4 ans plus tôt. À Lyon, des vétérans de 1940 rejoignirent l'armée de libération. Des hommes qui avaient combattu à Hanut, à Stonne, à Dunkerque. Ils apportèrent leurs souvenirs et leur expérience. Le chef d'escadron Pierre Billotte, celui qui avait mené l'attaque des S-35 à Stonne, commandait maintenant un groupement blindé de la 2e division blindée du général Leclerc. Il entrait dans Paris le 25 août 1944 au volant d'un char Sherman. Mais les tactiques qu'il employait étaient celles qu'il avait apprises sur son S-35. Contournement, embuscade, concentration de feu, mobilité. Les leçons de 1940 n'avaient pas été oubliées. Elles avaient été transmises, adaptées, perfectionnées. La guerre continua jusqu'au 8 mai 1945. La première armée française, équipée de matériel américain, mais animée par l'esprit des cavaliers de 40, traversa le Rhin, conquit Stuttgart, atteignit le Danube. Le lieutenant Laurent, promu capitaine, était à Constance quand la guerre prit fin. Il avait survécu à 2 campagnes, perdu 2 chars, détruit 14 véhicules ennemis. Il était l'un des rares à avoir combattu à la fois dans un S-35 et dans un Sherman. Après la guerre, il reprit son métier d'instituteur. Mais chaque année, le 12 mai, il portait ses médailles et se souvenait. Hanut, Stonne, Dunkerque. Les noms des batailles que personne ne connaissait. En 1960, il participa à une cérémonie commémorative à Hanut, la première depuis la guerre. Des vétérans belges, français et allemands se retrouvèrent sur les champs où ils s'étaient affrontés 20 ans plus tôt. La cérémonie avait lieu devant le monument aux morts de Créhen, ce village où les premiers coups de feu avaient été tirés le 12 mai 1940. Les noms des morts étaient engravés dans la pierre. Français, Belges, Allemands. La guerre ne faisait pas de distinction entre les nationalités quand elle tuait. Le soleil brillait ce jour-là. Les champs de blé ondulaient sous le vent. C'était difficile d'imaginer que ces mêmes champs avaient été couverts de chars en flammes 20 ans plus tôt. Parmi eux se trouvait l'Oberstleutnant, à la retraite, Werner Kempf, celui qui avait qualifié les S-35 de boîtes de conserve le matin du 12 mai 1940, celui dont le Panzer III avait été détruit quelques heures plus tard. Kempf avait vieilli. Ses cheveux étaient blancs maintenant. Les cicatrices de ses brûlures étaient toujours visibles sur son visage et ses mains. Il marchait avec une légère claudication, séquelle de ses blessures. Les 2 hommes se rencontrèrent devant le monument aux morts de Créhen. Kempf, le bras toujours raide des blessures reçues ce jour-là, reconnut l'ancien cavalier français à ses décorations. « Vous étiez là » demanda-t-il en français hésitant. « J'y étais » répondit Laurent. « J'étais dans un des chars que vous appeliez des boîtes de conserve. » Kempf hocha la tête lentement. « Nous avons appris ce jour-là que les boîtes de conserve peuvent mordre. J'ai failli mourir à cause de mon arrogance. Beaucoup de mes camarades n'ont pas eu ma chance. » Les 2 vétérans restèrent silencieux un long moment, regardant le champ où tant de leurs amis étaient tombés. « Vos chars étaient excellents, » dit finalement Kempf. « Si vous aviez eu notre doctrine, ou si nous avions eu vos chars, l'histoire aurait été différente. L'histoire est ce qu'elle est, » répondit Laurent. « Nous avons fait notre devoir. Vous aussi, je suppose. Le reste appartient aux politiciens et aux généraux. » Cette rencontre fut documentée par un journaliste belge présent à la cérémonie. Son article, publié dans la Libre Belgique le 15 mai 1960, se terminait par ces mots « Sur les collines de Hesbaye, où le sang français et allemand a coulé ensemble il y a 20 ans, 2 vieux soldats ont fait la paix.
Ils ont reconnu mutuellement leur valeur, leur courage, leur sacrifice. Le char Somua S-35, dont les Allemands se moquaient en 1940, est entré dans l'histoire comme l'un des meilleurs chars de son époque. Ses équipages, sous-estimés et mal employés, ont combattu avec un héroïsme qui mérite d'être rappelé. Ils n'ont pas gagné la guerre, mais ils ont préservé l'honneur de la France dans les jours les plus sombres de son histoire. Les archives déclassifiées après la guerre révélèrent une vérité que la propagande des deux camps avait obscurcie. Les chars français de 1940, et particulièrement le Somua S-35, n'étaient pas les machines obsolètes que la légende décrivait. Les statistiques de production montraient l'ampleur du défi français. Entre 1936 et 1940, la France produisit 430 Somua S-35. Dans la même période, l'Allemagne produisit plus de 3000 chars de tout type. Le ratio était de 1 contre 7. Mais en termes de qualité individuelle, les S-35 surpassaient leurs adversaires directs. Comparaison technique entre le Somua S-35 et le Panzer III. Ausführung E, le modèle le plus courant en 1940. Le blindage frontal du S-35 atteignait 40 mm de fonte moulée. Celui du Panzer III n'atteignait que 30 mm d'acier laminé. La fonte moulée, bien que plus lourde, offrait une résistance supérieure aux impacts obliques. Le canon SA-35 de 47 mm tirait des obus perforants capables de traverser 35 mm d'acier à 500 mètres. Le canon KW-46 de 37 mm du Panzer III pouvait traverser 30 mm à la même distance. En combat direct, le S-35 pouvait détruire le Panzer III à des distances où le Panzer III ne pouvait pas riposter efficacement. C'était un avantage décisif. La mobilité était comparable. Le S-35 atteignait 40 km/h sur route contre 32 pour le Panzer III. Le char français était plus rapide malgré un poids légèrement supérieur. 19 tonnes et demi contre 19 tonnes. Les faiblesses du S-35 étaient réelles, mais concernaient l'ergonomie plutôt que les performances. La tourelle à un seul homme obligeait le chef de char à commander, observer, charger et tirer. C'était une surcharge de travail qui réduisait l'efficacité en combat. Imaginez la scène. Vous êtes seul dans cette tourelle. Par le périscope, vous voyez un char ennemi. Vous devez simultanément donner des ordres au conducteur par l'interphone. Repérer d'autres menaces. Saisir un obus de 8 kg dans le râtelier. L'introduire dans la culasse. Refermer la culasse. Viser. Tirer. Et recommencer. Un homme seul ne pouvait pas faire tout cela aussi vite que 3 hommes travaillant ensemble. Le Panzer III, avec sa tourelle à 3 hommes, permettait une division du travail plus rationnelle. Le commandant commandait et observait. Le tireur visait et tirait. Le chargeur chargeait. Chacun pouvait se concentrer sur sa tâche. Cette organisation était plus efficace en combat dynamique. Les concepteurs français avaient sacrifié l'ergonomie pour la protection. La tourelle moulée d'une seule pièce ne pouvait pas être agrandie sans refondre entièrement le design. C'était le compromis de l'époque. Mais cette faiblesse organisationnelle n'effaçait pas la supériorité matérielle du S-35. En combat statique, depuis des positions préparées, le char français restait mortel. Les rapports allemands après action, déclassifiés dans les années 1970, confirmaient cette supériorité. Le rapport du 16e corps Panzer sur la bataille de Hanut concluait: les pertes subies face aux blindés français Somua et Hotchkiss dépassent les estimations préalables. Le canon de 37 mm s'est révélé insuffisant contre le blindage ennemi. Recommandation urgente d'accélérer le développement du canon de 50 mm. Cette recommandation fut suivie. Le Panzer III Ausführung G, introduit à l'automne 1940, portait un canon de 50 mm court.
Les versions suivantes portèrent un canon de 50 mm long, capable de rivaliser avec le SA-35 français. Ironie de l'histoire, les Allemands améliorèrent leurs chars en partie grâce aux leçons apprises contre les S-35. La menace française avait accéléré l'évolution des panzers. Le bilan humain de la campagne de France fut terrible pour les deux camps. Les unités blindées françaises perdirent plus de 25 000 hommes tués, blessés ou prisonniers. Les unités blindées allemandes perdirent environ 6 000 hommes tués et blessés, plus un nombre inconnu de prisonniers dans les derniers jours de la campagne. Mais le ratio de pertes blindées était plus équilibré qu'on ne le croyait généralement. Les archives de la Wehrmacht, compilées après la guerre par le Bureau d'histoire militaire de Fribourg, révélaient des pertes allemandes de 795 chars détruits et 508 chars endommagés entre le 10 mai et le 25 juin 1940. Les pertes françaises atteignaient 1800 chars détruits ou capturés. Mais ce chiffre incluait des centaines de chars abandonnés, faute de carburant ou de pièces de rechange, plutôt que détruits au combat. Le ratio réel de pertes au combat était d'environ 1 contre 1,3. Pour chaque char français détruit par les Allemands, les Français détruisaient un char allemand et en endommageaient un autre. Ce n'était pas la débâcle que la légende décrivait. La vraie cause de la défaite française n'était pas la qualité de ces chars. C'était la doctrine d'emploi, la dispersion des moyens, l'absence de commandement unifié, la lenteur des transmissions. Les généraux français pensaient encore en termes de 1918. Ils voyaient les chars comme des armes de soutien d'infanterie, pas comme des forces de manœuvre indépendantes. Ils les dispersaient en petits paquets le long du front, au lieu de les concentrer pour des coups décisifs. Un S-35 isolé, aussi bon soit-il, ne pouvait pas arrêter une division Panzer de 300 chars. Mais 100 S-35 concentrés sur un point de rupture auraient pu changer le cours d'une bataille. Cette concentration n'eut jamais lieu. Les communications étaient un autre problème critique. Les radios françaises étaient rares et peu fiables. De nombreux chars communiquaient encore par fanions et signaux à bras. Quand un commandant prenait une décision, il pouvait falloir des heures avant qu'elle n'atteigne toutes les unités. Les Allemands, eux, avaient des radios dans chaque char. Ils pouvaient coordonner leurs mouvements en temps réel. Ils pouvaient concentrer leurs forces sur les points faibles. Ils pouvaient réagir aux situations changeantes avec une rapidité que les Français ne pouvaient pas égaler. Les Allemands concentraient leurs blindés en divisions Panzer autonomes, capables d'exploiter les percées. Les Français dispersaient leurs chars en petits paquets pour soutenir l'infanterie. Un S-35 isolé, aussi bon soit-il, ne pouvait pas arrêter une division Panzer. Le général Charles de Gaulle avait compris ce problème avant la guerre. Vers l'armée de métier, il avait plaidé pour la création de grandes unités blindées professionnelles. On ne l'avait pas écouté. Quand il prit le commandement de la 4e division cuirassée de réserve le 15 mai 1940, de Gaulle mit ses théories en pratique. Ses contre-attaques à Montcornet le 17 mai et à Abbeville le 28 mai montrèrent ce que les chars français pouvaient accomplir avec un commandement agressif et une concentration des moyens. À Montcornet, de Gaulle attaqua avec 90 chars, principalement des B-1 bis et des D-2, mais aussi quelques S-35 de renfort. Il perça les lignes allemandes sur 15 km, semant la panique dans les arrières ennemis. Seul le manque de soutien aérien et d'infanterie l'obligea à se replier. À Abbeville, il répéta l'exploit avec 140 chars, reprenant les hauteurs dominant la ville et capturant 400 prisonniers allemands. Ces succès tactiques ne changèrent pas le cours de la guerre. La situation stratégique était déjà désespérée. Mais ils prouvaient que les chars français, bien commandés, pouvaient vaincre les panzers. Le Somoua S-35 incarnait cette vérité. Il était né de l'excellence technique française, de la tradition cavalière, de la fierté nationale. Ses équipages l'avaient mené au combat avec courage et compétence. Ils avaient en fait reculé l'ennemi à Hanut,
Ils l'avaient arrêté à Stonne. Ils l'avaient retardé à Dunkerque. Ils n'avaient pas perdu parce que leur char était inférieur. Ils avaient perdu parce qu'ils étaient trop peu nombreux, mal organisés, privés d'appui aérien, trahis par une stratégie défensive qui avait abandonné l'initiative à l'ennemi. Cette vérité méritait d'être rappelée. En 1985, le musée des blindés de Saumur organisa une exposition consacrée au Saumur S-35. Parmi les visiteurs se trouvait Hans Weber, l'ancien Unteroffizier du Großdeutschland, qui avait combattu à Stonne. Weber avait 82 ans. Il marchait avec difficulté, appuyé sur une canne. Mais il avait tenu à faire le voyage depuis l'Allemagne pour voir le char qui avait hanté ses cauchemars pendant 45 ans. Devant le S-35 exposé, il resta longtemps silencieux. Puis il murmura à l'intention du guide français qui l'accompagnait. « Quand j'étais jeune, nous appelions ce char une boîte de sardines. Nous pensions qu'il serait facile à détruire. Nous nous trompions. » Il posa sa main sur le blindage froid du char. « J'ai perdu beaucoup d'amis contre ces machines. Des amis qui croyaient, comme moi, que les Français ne savaient pas se battre. Nous avons appris la vérité de la manière la plus dure qui soit. » Le guide lui demanda s'il regrettait quelque chose. Weber réfléchit longuement. « Je regrette la guerre. Je regrette le mépris que nous avions pour nos ennemis. Ce mépris nous a coûté cher. Les Français ont combattu avec honneur. Leur char était excellent. Nous aurions dû le reconnaître à l'époque. Peut-être que moins d'hommes seraient morts si nous avions eu moins de certitude et plus de respect. » Cette visite fut rapportée par un journaliste de Ouest-France présent ce jour-là. L'article fit le tour de la presse européenne. Le vétéran allemand qui rendait hommage au char français, qu'il avait autrefois méprisé, devint un symbole de réconciliation. Weber mourut 3 ans plus tard, en 1988. Dans ses dernières volontés, il demanda que sa croix de fer soit envoyée au musée de Saumur pour être exposée à côté du Saumur S-35. Elle s'y trouve encore aujourd'hui. Le Saumur S-35 reste dans les mémoires comme l'un des meilleurs chars de la Seconde Guerre mondiale. Pas le plus puissant, pas le plus produit, mais l'un des mieux équilibrés pour son époque, combinant protection, puissance de feu et mobilité d'une manière que peu de chars contemporains égalaient. Ces équipages méritent également qu'on se souvienne d'eux. Des hommes qui ont fait leur devoir face à une défaite inévitable. Des cavaliers qui ont chargé sachant qu'ils ne reviendraient pas. Des Français qui ont préservé l'honneur de leur nation dans les jours les plus sombres de son histoire. Les Allemands riaient du Saumur S-35 en mai 1940. Ils ne riaient plus en juin. Et 50 ans plus tard, leurs survivants venaient s'incliner devant le char qu'ils avaient appris à craindre. C'est peut-être le plus bel hommage qu'un soldat puisse rendre à son ancien ennemi. Le Saumur S-35 n'a pas gagné la guerre, mais il a gagné le respect de ceux qui l'ont affronté. Et dans l'histoire militaire, c'est une victoire qui dure plus longtemps que les batailles. Les chars français de 1940 ne méritaient pas le mépris qu'ils ont reçu. Leurs équipages ne méritaient pas l'oubli dans lequel ils sont tombés. Cette histoire est un hommage tardif à leur courage, à leur sacrifice et à la vérité que la propagande avait obscurcie. Le Saumur S-35 était un grand char. Ses équipages étaient de grands soldats. Et ensemble, ils ont écrit une page de l'histoire de France qui mérite d'être lue, relue et transmise aux générations futures. Dans les musées du monde entier, quelques S-35 survivants témoignent encore de cette époque. À Saumur en France, au Bovington Tank Museum en Angleterre, au Musée royal de l'armée à Bruxelles. Ces machines silencieuses racontent une histoire que les mots peinent à transmettre. Quand vous vous tenez devant un S-35, touchez le blindage froid. Sentez les 40 mm d'acier sous vos doigts. Imaginez ce que cela représentait pour l'homme à l'intérieur quand les obus allemands frappaient et rebondissaient. Imaginez sa fierté. Imaginez sa terreur. Imaginez son courage. Ces hommes sont partis maintenant. Les derniers vétérans de 1940 ont rejoint leurs camarades.
mais leur histoire demeure. Et tant qu'il y aura des gens pour la raconter, leur sacrifice n'aura pas été vain. Pour que personne n'oublie. Pour que le mépris ne tue plus jamais. Pour que le courage des vaincus soit honoré autant que la victoire des vainqueurs. C'est la leçon de Hanout, de Stone, de Dunkerque. C'est la leçon du Saumua S-35. C'est la leçon de la France de 1940. Et c'est une leçon qui résonne encore aujourd'hui, 85 ans plus tard, dans un monde où le mépris de l'ennemi reste la plus dangereuse des erreurs.